D'abord, merci beaucoup Thomas pour l'invitation. Merci pour cette occasion de présenter voilà, les travaux de thèse qui étaient développés au laboratoire L6 à Valence lors de ces 3 dernières années-là. En fait, ma thèse, comme Thomas a dit, a été présentée, ça fait à peine un mois et demi. Donc après, on rejoint Thomas ici à Wixlim. Et je voudrais remercier d'abord voilà, Thomas pour l'invitation. Et après mes encadrants au sein du L6, c'était mon directeur de thèse Étienne Perret, mes co-encadrants Nicolas Barbeau et Roman Sirgouza. Aujourd'hui, je veux parler avec vous des applications pour la RFID sans puce. Et en fait, la présentation, elle est prévue pour 4 parties générales. Bon, voilà la première partie pour une introduction, une brève introduction par rapport à cette technologie-là de la RFID sans puce. Après, on va développer les problématiques associées de fabrication de tags RFID sans puce en bande millimétrique. Après, on va voir justement comment faire de l'authentification, comment on exploite l'authentification pour des tags RFID sans puce sur la bande millimétrique. Et dernièrement, on va voir un peu de l'imagerie pour des éléments résonants. Justement, nos tags, nous sommes en train de travailler sur la bande UWB et par la suite que c'est complètement intégrable avec la bande millimétrique. Bon, les RFID sans puce, pour vous donner une vision générale, c'est une technologie entre le code à barre et le RFID classique. On dit RFID sans puce parce que, bien évidemment, il n'y a pas de puce sur l'étiquette que nous sommes en train de développer. Et cette étiquette-là, elle correspond justement à des éléments métalliques qui sont développés pour être diffusés en réponse spécifique. Donc, c'est justement cette figure-là que vous voyez ici en bas à droite. Et en fait, ces éléments qu'on développe, comme vous pouvez voir ici, sont des dipôles, des éléments résonants qui sont dessinés pour être diffusés en réponse spécifique. L'avantage de travailler avec ce type d'éléments, c'est que, premièrement, juste avec une impression, on est capable de retrouver une information associée à la géométrie sur la réponse rétrodiffusée de taille. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de la géométrie des éléments que nous sommes en train de développer pour faire le tag RFID sans puce, on peut donner un identifiant selon une étiquette donnée, par exemple. Et une autre caractéristique très importante qui fait unique le RFID sans puce, c'est que justement, en fonction des coûts, comme on n'a pas la puce, donc on reste en mi-terre entre le code à barre et le RFID classique. Donc, avec ce type d'étiquette-là, on pourrait faire, par exemple, l'identification des éléments. On imprimer directement ces éléments sur une boîte au cours d'une ligne de production, par exemple. Ce n'est pas le cas de la RFID classique. Donc, juste pour vous donner une base, comme se passe la récupération de l'identifiant d'un tag RFID sans puce, basiquement, on a 3 composants, le tag, un lecteur, et l'ordinateur où on récupère l'information, on traite l'information. On a une onde transmise. Cette onde, elle va exciter des éléments résonants qui sont posés sur la surface du tag. Et ces éléments résonants vont rétrodiffuser une réponse spécifique selon la géométrie de chaque élément. Donc, selon la géométrie de chaque élément, j'aurai une réponse fréquentielle qui correspond exactement aux géométries auxquelles j'ai fait le tag. Donc, ça, c'est bien le cas de l'identification. Donc, c'est-à-dire qu'avec un identifiant donné, comme vous voyez dans cet exemple-là, je pourrais identifier, par exemple, un objet plusieurs fois, c'est-à-dire je pourrais coller ces tags-là à le même objet et en fait, dans une famille d'objets, identifier cet objet-là à partir d'une réponse rétrodiffusée en identifiant que je donne à partir de la fréquence de résonance associée au tag. Donc, c'est bien ça, ce que je vous ai parlé précédemment, c'est bien le cas de la identification où je suis intéressé en récupérer l'information associée
à chaque résonance et en fait pouvoir coller ce tag dans plusieurs objets et à partir de cette récupération-là, identifier cet objet, n'importe quel soit l'environnement. Mais pour l'authentification, c'est bien le cadre de ma thèse là, précédente de ma thèse, en fait, on design donné, en fait, on fait l'imprimer tous ces types de tags et selon les méthodes de fabrication, ces méthodes de fabrication imposent des erreurs de fabrication lors, lors du moment de la fabrication du tag. Donc, c'est-à-dire à partir d'une caractéristique aléatoire donnée par la méthode de fabrication elle-même, il va générer des erreurs de fabrication sur chaque tag. Et ce qu'on fait, c'est justement pouvoir récupérer ces erreurs de fabrication dans la réponse rétrodiffusée de tag. Donc ici, on a un exemple, le tag numéro 1, le tag numéro 2. Et en fait, à partir de ces erreurs produites lors de la fabrication de tag, je peux récupérer un identifiant unique lié justement à ces erreurs de fabrication. Donc, notre travail, c'est bien de récupérer ces informations uniques et pouvoir dire exactement que cette réponse correspond justement à un tag donné, à un autre tag donné, et ainsi de suite. Donc, pour faire ça, on utilise bien évidemment un environnement contrôlé. C'est bien en contraposition de le cas précédent de l'identification où on aurait un environnement n'importe quel que soit et on est intéressé à récupérer l'identifiant de tag. Pour l'authentification, je dois m'assurer que le tag que je suis en train de mesurer, il a la bonne réponse vraiment. Et cette réponse-là, elle peut être trouvée n'importe quelle soit la situation. Des autres solutions pour l'RFID sans plus ont été développées en bande UWB. Et en fait, les gens, normalement, ils ont fait des motifs un peu étranges, comme vous voyez dans cette façon-là. Ces motifs, en fait, ils sont faits pour augmenter la sensibilité aux méthodes de fabrication. Donc, dès que j'ai plusieurs carrés comme ça, donc j'ai la tendance d'avoir plus d'erreurs. Donc, en fait, ils font un artifice pour que ces tags puissent être mieux. Sa réponse pourra être plus unique en comparaison avec, par exemple, un tag qui n'a pas ces types de motifs-là. Donc, une chose qui est importante en fait pour l'identification, c'est si je considère le même rang de fabrication. Donc, j'ai un motif, j'ai un tag, et en fait, je fais imprimer ce tag d'une seule façon. Donc, l'effet de prendre ces mêmes tags-là et l'imprimer dans un moment autre va générer des réponses qui sont encore plus aléatoires. Donc, et ça, donc, a la tendance de favoriser mon méthode d'authentification parce que je pourrais identifier mieux un tag produit dans un moment donné que dans un moment autre, par exemple. Et c'est ça qu'on peut constater à partir de ces tableaux-là, où les tags qui sont faits dans le même rang de fabrication, c'est-à-dire qu'ils sont faits dans le même instant, je fais imprimer ces tags dans le même instant, et ensuite je mesure ces tags, je vois la distinction entre les tags, on a une probabilité d'erreur, et c'est la métrique qu'on utilise pour établir si le méthode est bon ou pas. Donc, dès que la probabilité d'erreur est basse, donc c'est-à-dire que mon méthode est plus faible, pardon. Et voilà, dès qu'on est sur la même fabrication, on voit que la probabilité d'erreur, elle est de 32%, sachant que si je fais ces mêmes motifs-là, dans un différent moment, on aurait une probabilité d'erreur de 2,3%. Donc, à partir de là, on voit qu'il y a tout un intérêt de faire des nouvelles technologies associées en bande millimétrique parce qu'en bande millimétrique, dès qu'on augmente la fréquence, on est plus sensible à ce type d'erreur-là. Et en fait, on pourrait mieux distinguer un ensemble de tags, par exemple. Donc, la première partie, donc je vous ai parlé, c'est juste les contraintes liées à développer des éléments résonants en bande millimétrique.
Là, on a plusieurs contraintes on a plusieurs contraintes pour faire fabriquer ces motifs-là. Et parmi ces contraintes-là, justement, c'est le méthode de fabrication elle-même. Parce que le méthode de fabrication impose déjà des contraintes de fabrication où je ne peux pas le dépasser, sinon le tag, il ne sera pas réalisé avec un niveau de fiabilité suffisamment pour que je puisse avoir un motif. Bah, c'est-à-dire que, par exemple, ici, GG, c'est justement le spacement entre le piste. Si j'ai une dimension inférieure à 100 microns, par exemple, ce sont des méthodes de fabrication, généralement, ce sont des précisions pour des méthodes de fabrication à faible coût. Si j'ai un G inférieur à 100 microns, bah, je ne pourrais pas faire fabriquer ce type de motif-là parce que simplement, je ne peux pas le fabriquer. Et en fait, c'est la même chose pour le W, la largeur des pistes. Ben voilà, il faut avoir une précision donnée pour pouvoir faire ces types de motifs en bande millimétrique. En fait, à partir d'un résonateur canonique comme ça, on est dans un premier instant essayer de faire fabriquer ces motifs en bande millimétrique. Ben, c'est-à-dire, on échelonnait toutes les dimensions de ces tags-là. On a le fait réduire pour savoir si on pourrait faire fabriquer ces tags-là pour des méthodes de fabrication à faible coût. Et d'un coup, bah, on arrive à la conclusion que, justement, en réduisant ces motifs-là, on n'est pas capable dû aux contraintes de fabrication imposées par la méthode elle-même. Donc, à partir de là, on voit que ce n'est pas possible de faire un élément résonant avec des méthodes de fabrication de faible coût en millimétrique en gardant des propriétés ici, pour nous, c'est le facteur de qualité. En gardant le même facteur de qualité, par exemple. C'est une métrique importante pour qu'on puisse mettre plusieurs résonateurs dans une tag, par exemple. Bah, une autre problématique avec ces éléments-là, c'est comme ils sont de taille réduite parce qu'on fait l'opération en bande millimétrique, bah, le niveau COR est très petit. Donc, on fait une multiplication de ces motifs-là dans une surface donnée, justement pour augmenter le niveau de signal rétrodiffusé et pouvoir récupérer la réponse du tag sur une portée de lecture donnée. Donc, en augmentant tous les résonateurs-là, on arrive au niveau de SER qui permet la lecture dans un environnement réel, par exemple, dans un environnement où on aurait un objet et le tag attaché à cet objet-là en portée de lecture à environ 20 cm. Bah, une fois que ces résonateurs canoniques ont été développés, et en fait, on s'appuie sur ces résonateurs canoniques pour développer trois formes différentes de tags. Et ces formes différentes de tags ont des caractéristiques spécifiques bah, concernant le niveau de signal rétrodiffusé et le coefficient de qualité associé. Donc, ici, c'est très important de regarder qu'il y a seulement un rang de fabrication et en fait, 16 tags ont été développés pour chaque motif. Bah, une fois que tous ces tags ont été développés, bah, on mesure ces tags. Bah, on utilise du module VDI pour mesurer ces tags dans une configuration bistatique avec l'appui d'un VNA. Et on mesure toutes ces tags. Ici, on voit la réponse rétrodiffusée de ce tag bah, en forme de C, en forme de L et le tag en forme de E. Bah, pour nous donner un peu plus de degré de liberté et caractériser des matériaux qui sont faibles coût, en fait, on utilise aussi des matériaux, on a fait fabriquer ces tags-là sur du PET. Et c'est justement la courbe noire. Comme vous voyez ici, comme le PET a une importante perte comparé à le matériau qu'on a fait précédent, bah, on attend un signal bien réduit en comparaison des autres. C'est tout à fait normal. Donc, une fois que les tags étaient fabriqués, bah, on va passer le processus d'authentification, bah, c'est-à-dire comment on pourrait assurer, en mesurant ces tags, on pourrait assurer la réponse unique de chaque tag qui était développé dans une seule rang de mesure. Donc, une fois que ces tags étaient fabriqués, bah, on mesure
tag par tag. On fait une caractérisation tag par tag. Bah, ça, c'est le pas numéro un pour le processus d'authentification. Et on stocke toutes ces données-là, on stocke toutes les mesures dans une base de données. Bah, ensuite, si on a un tag à authentifier, bah, un élément quelconque, bah, on fait la comparaison avec la base de données, on extrait un coefficient de similarité entre la base de données et notre tag, et à partir d'un seuil estimé, dont on va parler après, bah, on est capable de dire si le tag il est contrefait ou il est contrefait ou pas. Il est authentique ou pas, excusez-moi. Donc, pour établir le seuil, en fait, pouvoir estimer la probabilité d'erreur associée à un ensemble de tags, ben, le premier test, c'est savoir si je peux récupérer exactement la réponse du tag. Donc, on fait des mesures de répétabilité avec un tag. Ben, je pris le tag numéro C. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est parmi les 16 tags, j'ai pris un tag et j'ai enlevé le tag et je le plaçais dans le même endroit. Et en fait, ça, on voit la répétabilité du tag. Donc, c'est-à-dire que je peux récupérer efficacement la réponse du tag dans l'environnement avec mon setup que je suis en train d'utiliser. Bah, l'autre classe que nous sommes en train d'estimer là, c'est le intertag. En fait, je mesure l'ensemble des tags. Donc, j'ai 16 tags, je mesure l'ensemble de tags et toutes ces différences que vous voyez là, dans cette figure en bas à gauche, excusez-moi, sont en fait les 16 tags qui ont été développés dans le même instant. Donc, toutes ces différences, ça vient exactement des erreurs de fabrication introduites par les méthodes de fabrication elles-mêmes. Donc, en mesurant ces deux classes différentes-là, ben, pour toutes les tags, on a fait, et on est capable d'attribuer des valeurs entre toutes les signaux, en fait. On fait une comparaison. Par exemple, ici, je prends un signal et je compare avec toutes les autres pour avoir des coefficients de similitude entre un tag et les autres pour savoir si je peux le distinguer ou pas. Donc, on a tous les coefficients de similitude en regardant un tag donné. Et je fais la même chose en regardant si je peux m'assurer vraiment de l'identifiant d'un tag. Donc, je prends une mesure et je compare avec les autres. J'ai tous les coefficients. Et à partir de là, pour toutes les tags, ben, j'ai deux fonctions de probabilité différentes. Donc, à partir de ces deux fonctions de probabilité, ben, on extrait la fonction de densité pour la fonction intra et l'inter. Et à partir de là, bah, j'ai choisi un seuil qui minimise la probabilité d'erreur entre le nombre de fausses négatives et le nombre de fausses positives. Bah, le nombre de fausses négatives, c'est justement où je suis trompé, bah, c'est-à-dire que je mesure un tag plusieurs fois, bah, quelle est la probabilité que ces tags-là s'agissent d'un autre tag. Bah, ça, c'est le faux positif. Et le faux négatif, bah, c'est justement, si je mesure des tags qui sont différents, quelle est la probabilité que ces tags-là ne correspondent pas exactement à mon tag. Donc, à partir de cette fonction de densité-là, je peux établir un seuil donné là qui minimise le nombre d'erreurs entre les deux. Et comme ça, j'extrais la probabilité d'erreur associée à le seuil donné. Donc, on a fait ça. On a appliqué cette méthode pour les trois tags qui étaient développés. Et à la fin, on trouve que le E, il a les meilleures performances comparé avec les autres. Mais on a eu une performance de 5% de probabilité d'erreur en considérant seulement un rang de fabrication et on voulait augmenter la quantité d'informations liées au tag. Pour faire cela, en fait, précédemment, on avait la mesure bistatique et on a mesuré ces mesures bistatiques. Bah, c'est la figure, cette figure-là. Et dans le premier moment, on a fait une mesure bistatique où les antennes étaient très proches. Bah, on a dit, bah, pourquoi pas, on va exploiter un deuxième angle
qui correspond vraiment, qui correspond à une autre caractéristique de tag et ajouter cet angle-là pour estimer à nouveau un nouveau seuil et voir si la probabilité d'erreur elle pourrait baisser. Donc, ce 12e angle-là, il est extrait simplement en fonction de l'amplitude du signal rétrodiffusé du tag. Donc, c'est-à-dire qu'ici, cette figure en haut à droite, vous voyez la réponse du tag. La réponse du tag, c'est-à-dire les motifs du tag avec le substrat. Et on a une réponse donnée, c'est la courbe noire. Et en fait, dans un deuxième moment, en simulation, on enlève tous les résonateurs du tag et on mesure seulement le substrat. Donc, la différence en amplitude entre les deux va déterminer un 12e angle de mesure. Et ces 12e angles de mesure-là, selon toutes les métriques qu'on a pu évaluer, va justement diminuer la probabilité d'erreur associée aux méthodes qu'on a vues précédemment. Donc, à nouveau, j'ai deux classes, intraclasse et interclasse. Et en fait, je mesure à un angle où les deux antennes sont très proches, proches des zéros. Je mesure pour toutes les tags à phi1. Je mesure à phi2, qui on a déterminé précédemment, pour toutes les inter, toutes les intra. Et de cette façon-là, j'aurai en fonction masse des probabilités 2D. Et à partir de cette fonction masse de probabilité 2D, je peux tracer un seuil qui correspond à nouveau, qui réduit le nombre de faux positifs et faux négatifs. Donc, à partir de cet ajout dans le 12e angle, on a eu une probabilité d'erreur à 1%. Donc, là, c'est intéressant et il faut garder ça en tête qu'on a seulement un rang des fabrications. On a toutes ces tags-là et toutes les erreurs que viennent, toutes les différences que vous voyez dans le signal mesuré précédemment, ça vient justement des erreurs introduites par le méthode de fabrication elle-même. Donc là, avec les travaux précédents, on était à 32% de probabilité d'erreur, si nous sommes dans les mêmes conditions. Et là, on est à 1%. Donc, on a baissé vachement la probabilité d'erreur considérant les travaux précédents. Et on a une méthode d'authentification plus faible que les précédents. On se posait la question, et voilà, si on ajoute une deuxième, pourquoi pas un troisième? On a ajouté un troisième angle, mais attention, il faut faire attention à partir de ces moments-là, parce qu'en fait, la complexité de trouver tous ces angles-là, et en fait, le nombre de mesures qu'on effectue pour pour établir la probabilité d'erreur, ça commence à poser un problème. Et en fait, à partir de ça, le troisième et la probabilité d'erreur avec un troisième angle là, ne baisse pas trop. C'est-à-dire que précédemment, on a parti de 5%, on a baissé à 1%, et maintenant, en ajoutant un troisième angle, nous sommes à 0,05%. Donc, on a diminué quand même la probabilité d'erreur de 100%, mais là, la complexité pour le nombre de mesures et bien trouver toutes ces lombes associées au diagramme de rayonnement de taille, ça commence à être difficile. Donc, il faut garder toujours un compromis entre le nombre d'angles à mesurer et le méthode de complication elle-même. Si on est capable si on pourrait mesurer un quatrième angle là, la tendance, c'est que la probabilité d'erreur, elle ne baisse pas de 100%, mais en valeur inférieure à ça parce qu'en fait, on va remesurer des informations qui sont déjà exprimées dans les autres angles. Donc, sont des informations répétées. Donc, et à ces moments-là, donc, on voit bien l'intérêt d'étudier le nombre des angles le nombre des angles auxquels on pourrait ajouter dans la méthode d'authentification. Par l'instant, on a laissé le maximum des angles qu'on pourrait en fonction du nombre des mesures à faire et des quantités d'informations ajoutées au tag sont ces 13 angles-là. Donc, en conclusion partielle, on a fait seulement une fabrication. Dans le premier instant, où on avait 12 antennes très proches, l'angle bistatique était proche, on a eu une probabilité d'erreur de 5%.
Après, on ajoute un 12e angle, on a baissé la probabilité d'erreur à 1%. Et ensuite, avec un troisième angle, bah, on a baissé la probabilité d'erreur, mais pas comme dans le premier cas. Et cette troisième partie-là, donc je vous ai parlé précédemment, bah, et ce qu'on va rentrer maintenant, c'est justement la partie imagerie. Toute cette partie imagerie-là, elle était développée en bande UWB, mais en fait, on envisage d'utiliser toutes ces méthodes que je vais vous présenter en imagerie, en millimétrie, pour des éléments résonants. Donc, dans l'imagerie, donc souvent, et ce que les gens ils font, c'est augmenter la résolution du système pour bien décrire le format de chaque objet là. Et en fait, là, on augmente beaucoup la résolution du système pour bien décrire le format de chaque objet ou identifier voilà, sur un blouson un objet donné. C'est ça l'intérêt de faire l'imagerie, par exemple, dans un aéroport. Bah, des autres méthodes pour des tags RFID sans plus ont été développées dans l'imagerie, mais de cette fois-ci aussi, bah, les gens ils utilisent les éléments comme simplement des cibles réfléchissantes. Bah, c'est-à-dire que les éléments ne se comportent pas comme des éléments résonants, comme vous voyez dans cette réponse ici, en bleu. En fait, il n'a pas la caractéristique de la résonance. Donc, ils sont justement juste des éléments réfléchissants. Donc, ils augmentent la fréquence masse du système pour réduire la résolution, pour bien décrire le tag, comment il est positionné spatialement. Et ce qu'on propose là, c'est justement de pouvoir trouver la position du tag en fonction de la fréquence de résonance. Et comme ça, on pourrait augmenter la capacité des données gardées sur une surface du tag, par exemple. Parce que dans cette fois-ci-là, on aurait deux domaines à coder l'information en fréquence, à partir de la fréquence de résonance, et sur les positions spatiales du résonateur. Ici, bah, c'est une preuve de concept de cette approche-là. Et en simulation, on a juste un plan wave, on a notre tag derrière et on a une ouverture synthétique qui récupère toutes les informations, tous les signaux rétrodiffusés de tag tout au long d'une ouverture synthétique. Là, on a de manière compressée toutes les informations, bah, c'est-à-dire qu'on a une ouverture synthétique de 50 cm et on a toutes les réponses du tag qu'on réfléchit là par des pics. Bah, c'est juste ces traits-là que vous voyez tout au milieu de cette image-là. Ça sont toutes les collections de données extraites à partir de toutes ces probes-là. Donc, à partir de toutes ces collections de données, on applique un algorithme simple, back projection, et on fait l'image associée à ça. Et à partir de cette image-là, on établit une session transversale et à partir de cette session transversale, on aura un max et le pic là va déterminer exactement la position du tag. Donc, c'est-à-dire que j'ai choisi la fréquence de résonance pour tracer l'image. Comme ça, on perd la résolution en profondeur, mais on garde quand même la résolution sur le plan. Et à partir de cette image-là, bah, on est capable de retrouver la position du résonateur en fonction de la fréquence de résonance. Bah, ça commence à être bah, le cas précédent, c'était le cas justement pour un résonateur, mais ça commence à être intéressant si on met plusieurs résonateurs. C'est justement l'intérêt pour augmenter la capacité d'information sur une surface du tag. Et là, on a notre méthode de mesure là, bah, c'est justement bah, les antennes, la mesure en bistatique. Le tag, il est collé dans une table de déplacement et en fait, on collecte toutes les informations au log d'ouverture synthétique et toutes ces informations sont présentes ici à plusieurs hauteurs, par exemple. Donc, toutes les tâches ici sont justement les fréquences de résonance qui étaient collectées tout au long de l'ouverture synthétique. Et on applique l'algorithme d'imagerie bah, en sélectionnant la fréquence de résonance de chaque résonateur et on attend pouvoir retrouver la réponse spécifique de chaque résonateur.
Donc, voilà, on sélectionne, nous sommes dans cette configuration-là, F1, F2, F3. On sélectionne la fréquence de résonance associée à chaque résonateur et on a bien la position actuelle de chaque résonateur. Si on fait un espacement, on est capable de retrouver en fonction de cette fréquence de résonance la position de cet résonateur qui est espacé. Et ce que c'est plus intéressant, si je mélange la position de chaque résonateur-là, par exemple, de cette fois-ci-là, j'ai fait F1, F3 et F2, je suis capable aussi de trouver la position associée à chaque résonateur. Donc, contrairement au cas conventionnel, là où j'aurais le signal justement rétrodiffusé associé à un motif métallique, là, je peux coder l'information de la fréquence de résonance en fonction de la position de tag. En choisissant la fréquence de résonance, la position de tag est trouvée. Et ça, en fait, il y a un intérêt énorme pour l'identification et également pour l'authentification. Parce que pour l'authentification, dès que j'augmente la quantité des résonateurs sur une surface donnée, je serai plus fiable par rapport au signal rétrodiffusé que je reçois. Et en fait, pour des perspectives, là, et ce que nous sommes en train de faire en fonction de l'identification, c'est justement utiliser un conveyeur qui se déplace et on fait des mesures en temps réel et nous sommes en train de stipuler la position de chaque résonateur dans, dans la surface du tag. Cet tag-là, il est collé dans un objet. Et à partir du mouvement naturel de ces conveyeurs-là, je suis capable de retrouver la position associée à chaque résonateur et comme ça donner un identifiant associé à ces tags. Et une autre perspective aussi, nous sommes en train de développer, c'est juste utiliser, juste enlever cette partie VNA et utiliser de cartes électroniques commerciales pour pouvoir faire cette récupération et exploiter les résonances en fonction des positions qu'on tag données. Les conclusions générales de cette partie, on peut utiliser cet algorithme-là pour l'identification et l'authentification. Et avec une vingtaine de résonateurs, on est capable de, si on surface une carte de crédit, on est capable d'avoir une quantité de bits, des bits, 64 bits, en fait, c'est énorme en considérant le système RFID sans plus. Merci et j'attends vos questions.